Au cœur des Alpes d'Ötztal repose un secret figé dans le temps. Ötzi, l'homme des glaces, une relique du monde ancien préservée par l'étreinte glacée de la nature pendant plus de 5000 ans. Son corps parfaitement conservé, ainsi que ses outils et ses vêtements soigneusement confectionnés, ont offert un aperçu fascinant d'un passé lointain. Mais peut-être que la révélation la plus étonnante était cachée au sein même de ses cellules, son ADN. Quelle révélation l'ADN d'Ötzi dévoilera-t-il sur le monde ancien ? Bienvenue dans ce qui n'a jamais été raconté. Rejoignez-nous alors que nous dévoilons comment les scientifiques viennent de séquencer l'ADN d'Ötzi, l'homme des glaces, et les révélations saisissantes qu'ils ont découvertes. Ötzi, l'homme des glaces, est une découverte archéologique incroyablement fascinante et significative provenant des temps anciens. Il s'agit d'une momie qui a vécu il y a environ 5300 ans. Elle a été découverte dans les profondeurs glacées des Alpes, juste à la frontière entre l'Autriche et l'Italie en 1991. Et la découverte de cette figure historique fut tout à fait inattendue. Par un jour chanceux, le 19 septembre 1991, deux touristes allemands nommés Helmut et Erika Simon faisaient de la randonnée à travers les impressionnants Alpes d'Ötztal, se dirigeant vers l'imposante montagne Simulaun. Alors qu'ils traversaient un glacier, leurs yeux aperçurent quelque chose qui dépassait de la glace. Au début, ils le prirent pour des déchets ou un sac à dos oublié, mais leur curiosité les poussa à s'approcher davantage. À leur grande surprise, ils se rendirent compte qu'il s'agissait d'un corps humain conservé. Leurs cœurs battirent avec un mélange de surprise et de peur. Craignant d'être tombés sur une tragédie récente en montagne, ils documentèrent soigneusement leur découverte avec des photographies et un marqueur improvisé, puis descendirent rapidement de la montagne pour chercher de l'aide dans le refuge le plus proche, impatients de partager leur découverte remarquable. Le lendemain, une équipe composée d'experts en montagne et du responsable du refuge se rendit sur les lieux pour mener une enquête. Leur mission était d'extraire un corps qui était prisonnier de la glace. Malgré tous leurs efforts, qui incluaient l'utilisation de perceuses pneumatiques et de piolets, le mauvais temps fit échouer leur tentative, les obligeant à abandonner la tâche. Ils laissèrent le corps partiellement exposé, le recouvrant d'une bâche pour le protéger. Dans les jours qui suivirent, le site attira de nombreux visiteurs, parmi lesquels des journalistes et des alpinistes célèbres comme Hans Kemlung et Reinhold Messner. Au début, tout le monde supposa que le corps appartenait à un randonneur contemporain qui avait péri relativement récemment, peut-être au cours des dernières années. Cependant, tout changea. Le 22 septembre, un expert médico-légal nommé Rainer Henn, originaire d'Innsbruck, arriva sur les lieux. En examinant de plus près, il fit une révélation surprenante. Le corps était bien plus ancien que ce que quiconque avait imaginé. Henn remarqua que les vêtements et l'équipement étaient faits de matériaux rudimentaires comme le cuir, la peau, l'herbe et le bois. De plus, le corps portait des tatouages distinctifs, et une ancienne hache en cuivre fut découverte à proximité, ce qui indiquait une découverte remarquable. Ces éléments amenèrent Henn à conclure que le corps appartenait à l'âge du cuivre, datant d'environ 3000 ans avant Jésus-Christ. Il contacta rapidement l'archéologue Konrad Spindler, qui partagea ses soupçons. Ensemble, ils planifièrent de retirer le corps et de l'emmener à Innsbruck pour un examen plus approfondi. Le lendemain, ils réussirent à récupérer le corps ainsi que plusieurs objets qui l'accompagnaient, dont un arc, un carquois, une dague et un filet. Ces artefacts furent soigneusement placés dans un cercueil en bois et transportés en hélicoptère jusqu'à Innsbruck. Une fois à Innsbruck, le corps ainsi que les artefacts furent soumis à une étude approfondie à l'Institut de médecine légale. Une équipe diversifiée d'experts, issus de plusieurs domaines, tels que l'archéologie, l'anthropologie, la radiologie, la pathologie, la génétique et la botanique, les examina minutieusement. Ils ont réalisé une grande variété de tests et d'analyses, y compris la datation au radiocarbone, les rayons X, les scanners cinétiques, l'extraction d'ADN et l'identification de pollen. Grâce à ces méthodes, ils ont pu révéler de nombreux détails sur la vie et la mort de l'individu. En 1919, lors du traité de Saint-Germain-en-Laye, une décision cruciale fut prise concernant la frontière entre le nord et le sud du Tyrol. Il a été décidé d'utiliser les rivières et les plans d'eau comme repères pour cette frontière. Cependant, un défi s'est présenté en raison de la présence d'un glacier à cette époque, ce qui rendait difficile la détermination précise de la frontière. En conséquence, elle s'est retrouvée légèrement plus au nord que prévu. Fait curieux, des études ultérieures menées en octobre 1991 ont révélé une surprise. Malgré les suppositions initiales, il s'est avéré que l'emplacement précis où il a été retrouvé se trouvait en réalité à 92,56 mètres à l'intérieur de l'Italie, ce qui correspondait à la revendication italienne de 1919. Au départ,
Le Tyrol du Sud a revendiqué la propriété, mais a finalement permis à l'université d'Innsbruck de mener une enquête approfondie. Depuis 1998, ces restes sont exposés au musée d'archéologie du Tyrol du Sud à Bolzano, la capitale du Tyrol du Sud. En ce qui concerne l'examen du cadavre, des procédures minutieuses ont été suivies. Le corps a été mesuré, soumis à des radiographies, daté et même examiné au niveau cellulaire au microscope. Des analyses similaires ont été réalisées sur les objets découverts avec le corps. Il est remarquable qu'en août 2004, 3 soldats austro-hongrois congelés aient été découverts à Punta San Matteo, dans le Trentin, disparus depuis la bataille de San Matteo en 1918. L'un de ces soldats a été envoyé dans un musée pour une étude plus approfondie, afin de mieux comprendre comment la préservation se produit dans de tels environnements. En ce qui concerne ses caractéristiques physiques, des estimations récentes indiquent qu'il mesurait environ 160 cm de hauteur, pesait autour de 50 kg et avait environ 45 ans au moment de sa mort. Le poids du corps de Tsi, l'homme des glaces antiques, était de 13,75 kg, ce qui équivaut à environ 30 livres. Lorsqu'il a été découvert, son corps n'était que partiellement décomposé car il avait été rapidement recouvert par la glace après sa mort. Initialement, des rapports inexacts suggéraient que ses organes génitaux étaient absents, mais un examen ultérieur a démenti cela. Les études qui ont analysé le pollen, les particules de poussière et la composition isotopique de son émail dentaire indiquent qu'il a grandi près de ce qui est aujourd'hui le village de Velturns, dans le Tyrol du Sud, au nord de Bolzano. Plus tard dans sa vie, il a déménagé vers des vallées situées à environ 50 km ou 31 milles plus au nord. En 2009, un scanner par tomodensitométrie a révélé que l'estomac de Tsi s'était déplacé à une position normalement occupée par le lobe inférieur du poumon. En l'examinant, on a trouvé des fragments de viande de bouquetin, ce qui a été confirmé par des tests ADN. Cela suggère qu'il avait mangé moins de 2 heures avant sa mort. De plus, des grains de blé ont été découverts, ce qui indique que Tsi aurait pu manger de la viande séchée et grasse, probablement provenant d'un bouquetin originaire du sud du Tyrol, en Italie. Un examen supplémentaire de ses intestins a révélé la preuve de 2 repas consommés avant sa mort. Un repas, environ 8 heures auparavant, était composé de viande de chamois, tandis que l'autre était un mélange de viande de cerf et laf et de pain aux herbes, accompagné de racines et de fruits. Les grains trouvés près de son corps étaient bien transformés, probablement sous forme de pain fait de maïs et de son de blé. De plus, on a trouvé de la paille de maïs et d'orge, ainsi que des grains de lin et des graines de pavot, ce qui suggère une alimentation variée. Il est possible que Tsi ait emporté ces graines comme Anka lors de ses déplacements. Plusieurs graines de baies sauvages ont également été retrouvées, ce qui ajoutait de la complexité à son régime alimentaire et suggérait son interaction avec l'environnement naturel qui l'entourait. L'analyse des cheveux a été utilisée pour déterminer quels aliments il avait consommés des mois auparavant. Fait intéressant, son premier repas a été retracé jusqu'à une forêt de moyenne altitude remplie d'arbres conifères. Cette déduction a été faite en examinant le pollen trouvé dans l'échantillon de cheveux. De plus, des traces de pollen de blé et de légumineuses ont été découvertes, ce qui indiquait la probabilité d'activités agricoles à proximité. De plus, la présence de pollen de fèves dans des conditions remarquablement intactes a suggéré que les fèves avaient été consommées récemment, peut-être dans les 2 heures précédant le décès de l'individu. Cette découverte éclaire également le contexte saisonnier du régime alimentaire de la personne, étant donné que le maïs et le blé sont généralement récoltés à la fin de l'été et en automne, respectivement. La consommation de ces aliments laissait entendre qu'il s'agissait de restes de l'année précédente. De plus, les niveaux élevés de cuivre et d'arsenic dans les cheveux, associés à la découverte d'une hache en cuivre presque pure, suggéraient la possible implication de l'individu dans la fonte du cuivre. De plus, un examen de la structure osseuse de l'individu, en particulier la taille du tibia, du fémur et du bassin, a suggéré qu'il était habitué à parcourir de longues distances sur des terrains montagneux. Une telle activité physique était inhabituelle pour les Européens de l'âge du cuivre, ce qui indique que l'individu aurait pu être un berger, notamment dans des régions de haute altitude. En utilisant une technologie avancée de numérisation tridimensionnelle, les experts ont reconstruit une image numérique du visage de l'individu pour son exposition au musée d'archéologie du Tyrol du Sud, à Bolzano, en Italie. La représentation montre un homme qui paraît plus âgé que ses 45 ans, avec de profonds yeux bruns, une barbe, des traits burinés et des joues creuses, évoquant une impression de fatigue et de rudesse. La révélation de l'ADN de Tsi en l'an 2000 a marqué une étape remarquable dans le monde de la science. Les chercheurs se sont lancés dans une grande mission pour percer les secrets cachés dans le code génétique d'une figure légendaire connue sous le nom d'homme des glaces.
Cet effort ambitieux a représenté une avancée significative dans le domaine de la paléogénétique, qui s'intéresse à l'étude de l'ADN ancien. À cette époque, explorer l'ADN ancien revenait à s'aventurer en territoire inconnu, parsemé de défis. Les scientifiques ont été confrontés à de nombreux obstacles, notamment le risque de contamination et la dégradation naturelle du matériel génétique. Avec le temps, cependant, ils ont persévéré, entamant le délicat processus d'extraction d'échantillons d'ADN à partir des restes de l'homme des glaces. Bien qu'il soit resté enfermé dans la glace pendant des millénaires, l'ADN d'Ötzi s'est révélé étonnamment bien conservé, bien que fragmenté et fragile. Les conditions froides des Alpes, où il a été découvert, ont joué un rôle crucial dans cette conservation. Cependant, les chercheurs ont dû procéder avec une extrême prudence afin d'éviter toute contamination par de l'ADN moderne, ce qui aurait pu fausser leurs résultats. En utilisant des technologies de séquençage de pointe qui évoluaient rapidement à cette époque, les scientifiques ont méticuleusement reconstruit le code génétique de l'homme des glaces. Cette tâche s'apparentait à la résolution d'un puzzle complexe, alors qu'ils s'efforcèrent de reconstituer des séquences fragmentées. Les avancées dans la technologie de séquençage ont été révolutionnaires, permettant aux chercheurs de déchiffrer des génomes complets au lieu de seulement de petits fragments. Cette approche globale a offert une vision plus approfondie de la composition génétique d'Ötzi. L'analyse de l'ADN d'Ötzi a ouvert de nouvelles perspectives dans notre compréhension de la migration et de l'évolution humaine. En comparant ces marqueurs génétiques avec ceux des populations modernes, les scientifiques ont pu déduire d'anciens schémas de migration humaine. De plus, ils ont pu explorer les liens génétiques avec des maladies, des habitudes alimentaires et même des caractéristiques physiques. Cette recherche pionnière a joué un rôle fondamental dans la connexion entre les civilisations anciennes et l'humanité moderne. Elle n'a pas seulement mis en lumière notre passé commun, mais a également apporté de précieuses connaissances sur notre présent et notre avenir. En avançant rapidement jusqu'en 2008, les scientifiques se sont plongés en profondeur dans la composition génétique d'un individu mystérieux connu sous le nom d'Ötzi. Ce qu'ils ont découvert était stupéfiant et a soulevé de nombreuses questions intéressantes sur l'histoire humaine. Nos corps portent des marqueurs spéciaux appelés ADN mitochondrial, qui se transmettent de mère en enfant. C'est comme une carte au trésor génétique qui nous guide à travers nos racines ancestrales. Lorsque les chercheurs ont examiné son ADN mitochondrial, ce fut un moment décisif dans l'étude de la génétique humaine ancienne. Ce qu'ils ont découvert a ébranlé la sagesse conventionnelle. Au lieu d'être étroitement lié aux personnes de la région où il a été découvert, il partageait un lien génétique remarquable avec les habitants modernes de la Sardaigne, une île au large des côtes italiennes. Cette révélation a fait l'effet d'une bombe génétique, suggérant que les migrations humaines anciennes auraient pu suivre des chemins inattendus. Les personnes qui vivaient dans la région alpine à son époque pourraient avoir été plus semblables à celles qui vivaient autour de la mer Méditerranée qu'à leurs voisins actuels de la même région. C'est comme réécrire les livres d'histoire, en dessinant une image complètement nouvelle de la façon dont nos ancêtres se sont déplacés et mélangés à travers l'Europe. Son analyse génétique a également offert une fenêtre sur l'âge du cuivre, l'époque à laquelle il a vécu. Elle a révélé l'incroyable diversité des gènes humains et la manière dont les populations en Europe interagissaient et évoluaient pendant cette période. Étudier sa composition génétique a été comme découvrir un coffre au trésor d'informations. Cela nous a donné des indices essentiels non seulement sur sa santé, mais aussi sur la façon dont les gens vivaient et interagissaient dans sa société. Imaginez votre ADN comme une carte de votre vie et du monde qui vous entoure. Lorsque les scientifiques ont déchiffré son ADN, ils ont lancé des discussions passionnantes sur la façon dont les maladies ont évolué au fil du temps. En examinant ses prédispositions génétiques à certaines maladies, les chercheurs ont pu reconstituer le puzzle de l'histoire médicale. Le séquençage de son ADN a marqué un moment crucial dans le domaine de la paléogénétique. Il ne s'agissait pas seulement de découvrir les secrets génétiques d'une personne ayant vécu il y a plus de 5000 ans. C'était comme allumer une lumière pour éclairer toute l'histoire des populations européennes. En 2012, les scientifiques ont approfondi l'étude de la santé d'Ötzi, profitant des avancées technologiques et de l'accessibilité de ses restes bien conservés. Leurs analyses ont mis au jour des révélations fascinantes sur son état de santé. Tout d'abord, ils ont découvert qu'il souffrait de la maladie de Lyme, ce qui a constitué une découverte révolutionnaire, puisqu'il s'agissait du cas documenté le plus ancien de cette maladie. La maladie de Lyme, causée par la bactérie Borrelia et transmise par la piqûre de tiques à pattes noires infectées, se manifeste par des symptômes tels que fièvre, fatigue, maux de tête et ganglions lymphatiques enflés. Si elle n'est pas traitée, elle peut s'aggraver et affecter les articulations, le cœur et le système nerveux.
Sa condition liée à la maladie de Lyme suggère qu'elle constitue un problème de santé humaine depuis des millénaires. De plus, les chercheurs ont été surpris de découvrir que Tsi était intolérant au lactose, ce qui signifie qu'il ne pouvait pas digérer le lactose, un sucre présent dans le lait et les produits laitiers. L'intolérance au lactose était probablement très répandue parmi les populations anciennes, étant donné que la capacité à digérer le lactose au-delà de l'enfance est une évolution relativement récente chez l'être humain. Cette révélation a apporté un éclairage sur les habitudes alimentaires et le mode de vie des Européens de l'âge du cuivre, fournissant de précieuses informations sur leurs pratiques nutritionnelles. L'un des aspects les plus fascinants des problèmes de santé de Tsi était sa condition cardiaque. Les scientifiques ont découvert des signes d'artériosclérose, une affection dans laquelle les artères se durcissent dans ses restes. Cette découverte a été assez surprenante car l'artériosclérose est généralement associée à un mode de vie moderne, impliquant peu d'activité et de mauvaises habitudes alimentaires. Il était inattendu de trouver cela chez un homme qui a vécu il y a plus de 5000 ans. Cela a remis en question la croyance commune selon laquelle les maladies cardiaques sont un problème propre à notre époque, suggérant que nos anciens ancêtres pouvaient avoir été confrontés à des problèmes de santé similaires. Ces révélations sur sa santé dressent un portrait vivant d'un homme qui, bien qu'ayant vécu à une époque très différente, faisait face à des problèmes de santé remarquablement similaires à ceux que nous rencontrons aujourd'hui. Elle souligne l'importance d'examiner des restes anciens comme ceux de Tsi. En comprenant les défis de santé auxquels nos ancêtres ont été confrontés, nous pouvons acquérir de précieuses connaissances sur l'évolution de la santé et des maladies humaines. Des recherches supplémentaires menées en 2016 ont révélé un lien profondément personnel entre les mondes anciens et modernes. En s'appuyant sur les découvertes faites concernant la santé et la génétique de Tsi, une étude révolutionnaire menée en 2012 a mis au jour quelque chose de véritablement remarquable. Il a été révélé que Tsi avait des parents vivants, des descendants directs, marchant sur Terre au XXIe siècle. Cette révélation étonnante a été rendue possible grâce à une analyse génétique minutieuse, en se concentrant particulièrement sur l'ADN du chromosome HYAC qui se transmet par la lignée masculine. Motivée par cette découverte, une équipe de chercheurs a entrepris une vaste enquête génétique dans la région du Tyrol, comblant ainsi le fossé entre l'histoire ancienne et la vie contemporaine. Dans la région où Tsi a été découvert, les chercheurs se sont lancés dans une mission. Leur mission consistait à rechercher des personnes partageant des caractéristiques génétiques spécifiques avec la lignée familiale de Tsi. Ces caractéristiques sont comme des codes spéciaux dans notre ADN, qui peuvent se transmettre sur de nombreuses générations, agissant comme une sorte de signature génétique reliant des membres d'une même famille éloignée. À la grande surprise de la communauté scientifique, ils sont tombés sur 19 hommes vivants qui possédaient le même rare trait génétique que Tsi. Ce trait, une petite mais cruciale altération dans leur composition génétique, servait de signe clair d'une histoire familiale commune. Ces individus modernes n'avaient aucune idée qu'ils portaient en eux une part de l'héritage génétique qui les reliait directement à Tsi, un homme qui a foulé la Terre il y a plus de 5000 ans. Cette découverte n'a pas seulement été une victoire pour la science, elle a constitué un récit captivant de connexion humaine. Elle a démontré comment la génétique peut révéler des liens cachés entre notre passé et notre présent. Pour ces 19 individus, cela a offert un aperçu fascinant de leur arbre généalogique, les reliant à un parent lointain devenu l'une des figures les plus scrutées de l'Europe ancienne. Les implications de cette révélation furent profondes. Elle a offert une nouvelle perspective sur les schémas de migration et le patrimoine génétique des personnes vivant dans la région alpine. L'étude a révélé que, malgré les nombreux déplacements de population en Europe au cours de l'histoire, il existe un schéma génétique cohérent au sein de la population depuis des milliers d'années. Cela signifie que, même si les gens ont voyagé et se sont installés dans différents endroits, leur composition génétique est restée assez similaire dans cette région. Comprendre cette stabilité génétique les aide à savoir comment certains traits génétiques ont été transmis au fil des générations, leur fournissant des informations sur les lieux de migration et d'installation des anciens humains. Il est fascinant de voir à quel point notre ascendance est entrelacée, et comment l'histoire génétique peut se révéler de manière inattendue. Cette recherche montre également à quel point les tests et analyses génétiques ont progressé. Être capable de retracer des liens génétiques sur une période aussi longue démontre la précision et la capacité des techniques modernes de recherche génétique. Cela ouvre de nouvelles opportunités passionnantes pour approfondir notre passé ancien et mieux comprendre les liens qui nous unissent à nos ancêtres. On pense que Tsi a trouvé son destin à la fin du printemps, une période où les montagnes étaient encore recouvertes d'épaisses couches de neige. Malgré les défis de son environnement, il semblait être bien préparé pour son voyage. Il portait un manteau ou une veste chaude en peau de mouton pour se protéger du froid mordant.
Ses chaussures étaient tout aussi ingénieuses, avec des souliers faits de peau d'ours et des semelles en cuir de cerf élaf, tandis que de l'herbe formait la partie supérieure, créant une sorte de filet naturel autour de ses pieds. Pour garder ses pieds au chaud, il remplissait ses chaussures d'herbe isolante. On suppose même qu'il aurait pu utiliser un petit récipient en peau pour attacher solidement ses chaussures à ses jambières, s'assurant ainsi qu'elles ne glissaient pas pendant ses déplacements. Ces jambières étaient faites de morceaux de peau de cerf, soigneusement sélectionnés pour créer un motif élégant, avec des peaux claires et foncées alternées. Ensuite, elles étaient attachées à un pagne et à une ceinture faite de la peau souple de chèvre. Le porteur, probablement un chasseur ou un voyageur expérimenté, utilisait la ceinture pour transporter divers outils et provisions, tandis que le reste était rangé dans un sac à dos ou porté en bandoulière. Sur sa tête, il portait un chapeau simplement fait de peau d'animal nu, se protégeant ainsi des intempéries. Autour de ses épaules pendait une cape tissée en herbe, dont les extrémités libres ajoutaient une touche de flexibilité et peut-être d'esthétique en se balançant au gré du vent. Il existe un certain débat sur la nature de ce vêtement, à savoir s'il servait davantage de cape pour se protéger des intempéries ou de couverture polyvalente pour s'asseoir ou dormir. Il est possible qu'il remplissait les deux fonctions, ou peut-être aucune, sa véritable utilité demeurant un mystère. Son deuxième ensemble d'outils était parfaitement adapté pour voyager à travers les montagnes. Parmi ses possessions, il avait un kit pour faire du feu, essentiel pour survivre dans la nature. Un objet intéressant qu'il transportait était un type de champignon utilisé pour conserver les braises, ce qui lui permettait d'allumer un feu facilement lorsqu'il en avait besoin. Sa collection comprenait également un couteau en silex finement travaillé, avec un manche en bois de frêne et un outil en bois de cervidé pour garder tous ses instruments de pierre bien affûtés. Son arc, fabriqué dans un bois réputé pour sa qualité dans la confection d'arcs, rivalisait avec ceux préférés par les redoutables archers de l'Angleterre médiévale. Alors qu'eux préféraient des arcs fabriqués en if italien, importés pour sa qualité supérieure, Ötzi connaissait l'excellence de ce bois depuis des milliers d'années. Curieusement, son arc semblait grossier et inachevé, un mystère qui sera exploré plus tard. Suspendu à son épaule, un carquois contenait 14 flèches, chacune fabriquée en viorne ou en cornouiller. Fait surprenant, seules 2 flèches étaient munies de pointes en pierre et toutes 2 étaient fixées à des hampes endommagées, ce qui suggère des affrontements ou des chasses passées. Et puis il y avait sa fameuse hache en cuivre, un outil d'une grande importance avec un manche en bois en forme de U, mesurant 60 cm ou 24 pouces. La hache présentait une courbure naturelle à angle droit sur la partie supérieure, où la lame était fixée, maintenue par une colle de goudron de bouleau et un solide enroulement de cuir. La lame elle-même était plus petite qu'on pourrait s'y attendre, ne mesurant que 9,5 cm de long. La découverte d'Ötzi, l'homme des glaces, a provoqué un grand émoi dans le monde entier, attirant l'attention de personnes partout et faisant la une des médias. Il a reçu le surnom d'Ötzi en référence aux Alpes d'Ötztal, l'endroit où il a été découvert. De plus, il a été surnommé l'homme des glaces, Frozen Fritz et l'homme des glaces de Troie. Ajoutant au mystère qui l'entoure, il est devenu la vedette de nombreux livres, documentaires, expositions et même d'un film, captivant le public avec son histoire ancienne. Cependant, sa découverte a également déclenché d'intenses débats et controverses, notamment sur la question de savoir qui avait légitimement droit sur lui et comment préserver au mieux ses restes. Une bataille juridique a éclaté entre l'Autriche et l'Italie au sujet de la juridiction du site où il a été exhumé, car il se trouvait près de la frontière et possédait un passé complexe de changements territoriaux. Bien qu'il ait fourni des informations inestimables sur l'ascendance humaine, son corps restait au centre d'un conflit entre nations se disputant les droits de propriété, prolongeant la controverse et ajoutant une nouvelle couche à son histoire énigmatique. Le différend initial a éclaté entre l'Italie et l'Autriche, pays voisins autour de la zone où il a été découvert. Bien que l'emplacement précis de la découverte se trouvait du côté italien de la frontière, il n'était qu'à quelques mètres de l'Autriche. Au début, les autorités autrichiennes ont revendiqué la propriété et l'ont transférée à Innsbruck pour un examen plus approfondi. Cependant, les Italiens ont protesté, arguant qu'il leur appartenait légitimement puisqu'il avait été découvert sur leur territoire. Ils ont également souligné que ses vêtements et ses effets personnels suggéraient qu'il venait des Alpes du Sud et que son ADN était plus proche de celui des Italiens d'aujourd'hui. Après un long différend juridique, les deux nations ont finalement trouvé un accord pour partager sa garde. En conséquence, il a été transféré au musée d'archéologie du Tyrol du Sud à Bolzano, en Italie. Un autre groupe a revendiqué Ötzi, les habitants locaux de la vallée d'Ötztal, où il a été découvert. Cette communauté constitue une minorité au sein de l'Italie, avec sa propre langue et ses propres coutumes. Pour eux, Ötzi est vénéré comme l'un de leurs ancêtres.
Ajoutant une couche supplémentaire de complexité au conflit, la communauté a exigé que Zi leur soit rendu, soulignant leur droit de donner leur avis sur la manière dont il était étudié et présenté. Ils ont également insisté pour qu'ils reçoivent des funérailles appropriées, conformément à leur tradition. Leur argument reposait sur la conviction qu'il n'était pas simplement un objet, mais une personne qui méritait dignité, droit et respect. Ils le voyaient comme bien plus qu'un individu. Ils le considéraient comme un symbole de leur identité et de leur héritage, offrant un moyen de préserver et de célébrer leur culture. Cependant, les gouvernements italiens et autrichiens n'étaient pas d'accord, affirmant qu'il appartenait au monde entier et représentait un patrimoine universel. Ils ont soutenu qu'il devait être accessible à tous, invoquant son importance pour fournir des informations scientifiques précieuses sur le passé et les origines de la civilisation. De plus, ils le considéraient comme un moteur potentiel du tourisme et de la croissance économique dans la région, ce qui renforçait encore leur position. Le débat en cours sur sa propriété soulève des questions complexes et sensibles touchant au patrimoine culturel, à l'identité nationale et aux droits humains. Préserver Ötzi, l'homme des glaces, est aujourd'hui un véritable défi. Il ne s'agit pas seulement d'empêcher sa décomposition maintenant qu'il n'est plus dans la glace. Le voyage que son corps a effectué du glacier jusqu'au musée a été complexe et exigeant. Des mesures spéciales ont été mises en place pour garantir que son remarquable état de conservation reste intact. Au départ, le défi consistait à le déplacer du site isolé et en haute altitude où il a été découvert, vers un endroit où des experts pouvaient l'étudier et le protéger. Cette tâche n'a pas été facile. Son corps était extrêmement fragile, facilement affecté par les variations de température et d'humidité. Lorsque l'on a tenté de l'extraire de la glace à l'aide de marteaux-piqueurs et de scies électriques, cela a causé quelques dommages tant à son corps qu'au matériel utilisé. Plus tard, il a été transporté avec précaution en hélicoptère jusqu'à une morgue voisine. Là, il a été placé dans une chambre réfrigérée afin de préserver son état. Ce processus a nécessité de la précision et une grande attention aux détails pour s'assurer que son corps reste préservé en vue d'examens et d'études ultérieures. La grande tâche suivante fut de trouver l'endroit idéal pour l'étudier, ainsi que ses effets personnels. Au début, ils ont choisi l'université d'Innsbruck, en Autriche. Là-bas, il a été soumis à une série de tests tels que la datation au radiocarbone, l'analyse ADN, les radiographies et les tomodensitométries. Ces analyses ont révélé beaucoup de choses à son sujet, son âge, sa santé, son régime alimentaire, son ascendance et même la cause de sa mort. Après avoir passé 7 ans à l'université d'Innsbruck, Ötzi a été transféré dans le Tyrol du Sud, en Italie. Là, il devait subir d'autres examens et être exposé au musée d'archéologie du Tyrol du Sud, à Bolzano. Il a été placé dans une chambre spécialement conçue, soigneusement élaborée pour reproduire les conditions du glacier où il avait été découvert. La chambre était maintenue dans l'obscurité et refroidie à -6 degrés Celsius, avec une humidité de 98%. Les visiteurs pouvaient jeter un coup d'œil à son corps à travers une fenêtre de la chambre, mais seulement pendant une courte période afin d'éviter une surexposition à la lumière et à la chaleur. Cependant, la chambre n'était pas la seule mesure mise en place pour le préserver. Une équipe d'experts lui prodiguait des soins réguliers, utilisant diverses techniques pour éviter la décomposition et maintenir son état. Cet effort assidu garantit qu'il reste intact pour de futures études et pour l'appréciation du public. Le corps de Zi est régulièrement aspergé d'eau pure tous les quelques mois afin de le maintenir humide et d'éviter qu'il ne se dessèche et ne développe des fissures. De plus, une fine couche de fibres de cellulose recouvre le corps, servant de bouclier protecteur contre les bactéries et les champignons nuisibles. Des scans et des photographies de routine du corps sont réalisés afin de surveiller toute altération ou tout dommage au fil du temps. L'équipement et les vêtements découverts avec le corps dans le glacier sont également soigneusement préservés au musée. Ces artefacts comprennent une hache en cuivre, un couteau en silex, un arc et des flèches, un carquois en cuir, un sac à dos, un filet, une bourse et 2 récipients en bois. Les vêtements se composent d'une tunique en peau, d'une cape en herbe, d'un chapeau en peau, de chaussures en cuir et de divers accessoires. Pour préserver leur intégrité, ces objets sont conservés dans des chambres spécialisées avec des niveaux de température et d'humidité contrôlés. Ils sont soumis à des traitements avec des substances spécifiques pour prévenir la détérioration et protéger contre l'infestation d'insectes, garantissant ainsi qu'ils restent intacts pour que les générations futures puissent les étudier et les admirer. Merci d'avoir regardé cette vidéo et d'être ici. On se retrouve dans la prochaine, mon ami. Et n'oublie pas, nous sommes l'Onunca Contado.